La Première Guerre mondiale est presque toujours considérée comme une guerre contre l'Allemagne et, dans une moindre mesure, contre l'Autriche-Hongrie. Il est facile d'oublier qu'il y avait un troisième empire qui a combattu à leur côté, l'Empire ottoman. C'est parce qu'à ce stade de son existence, l'Empire ottoman était à l'agonie et n'a pas pu apporter grand-chose à l'effort de guerre. En réalité, leurs performances militaires au combat étaient vraiment médiocres. L'armée ottomane était dépassée, mal équipée et mal commandée. Lors d'une bataille, des dizaines de milliers de soldats ottomans ont fini par mourir de froid parce qu'ils n'avaient pas reçu les vêtements d'hiver dont ils avaient sans doute besoin. La guerre allait s'avérer être un désastre pour les Ottomans. Ils ont perdu une immense partie de leur territoire et, après la fin de la guerre, ils ont vu leur empire démantelé par les vainqueurs. Alors pourquoi l'armée ottomane a-t-elle été si inefficace pendant la Première Guerre mondiale ? Pourquoi l'Empire autrefois puissant n'a-t-il pas pu profiter de sa position stratégique entre les Balkans et le Moyen-Orient pour aider ses alliés à gagner la guerre ? Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, faisons un aperçu de l'histoire de l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. En juin 1914, l'Europe était en paix et la guerre ne semblait pas à l'horizon. En fait, le continent était à l'apogée de sa puissance. Le siècle précédent avait été relativement paisible, permettant des niveaux de prospérité et de progrès technologiques jamais vus auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il y avait des tensions entre les nations, mais elles avaient été à peu près contenues. Puis le 28 juin, l'héritier de l'Empire austro-hongrois fut assassiné par un nationaliste serbe. Cet acte de terrorisme allait finalement déclencher une escalade stupéfiante qui deviendrait la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie allaient affronter les forces de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie réunies. Les Ottomans n'entrèrent en fait dans la guerre qu'un certain temps après son déclenchement. Les puissances européennes étaient toutes en guerre les unes contre les autres dès le 4 août, mais les Ottomans n'entrèrent en guerre que le 31 octobre, soit presque 3 mois plus tard. Au début d'Ancelet, leur allégeance n'était pas claire. Jusqu'en 1914, l'Empire ottoman avait de très bonnes relations avec la Grande-Bretagne et la France. Ils avaient même commandé et payé entièrement 2 grands cuirassés à la Grande-Bretagne. Ironiquement, c'est cet accord même qui fut l'une des raisons pour lesquelles les Ottomans s'opposèrent finalement à la Grande-Bretagne. Lorsque la guerre a éclaté en août, les Britanniques se méfiaient déjà des Ottomans. L'année précédente, le gouvernement ottoman avait demandé à l'Allemagne d'envoyer des conseillers militaires pour réorganiser leur armée. Craignant que les Ottomans ne s'allient avec les Allemands, les Britanniques ont refusé de livrer les navires que les Ottomans avaient en commandé et ne leur ont pas remboursé l'argent. Cette saisie a porté un coup énorme au prestige et aux finances du gouvernement ottoman. Cela a également fortement tendu les relations avec la Grande-Bretagne. Quelques jours après, les Ottomans ont offert refuge à 2 navires allemands fuyant la marine britannique dans leurs eaux. Le gouvernement ottoman ne souhaitait pas réellement que cela les entraîne dans la guerre. Initialement, ils ont tenté de minimiser la situation, affirmant qu'il s'agissait d'un arrangement provisoire et non d'une alliance officielle avec l'Allemagne. Simultanément, ils ont essayé de négocier avec les Alliés et les puissances centrales pour tenter de préserver leur neutralité. Ces négociations ont finalement échoué et ils ont fini par entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche. Maintenant, pour comprendre la situation dans laquelle se trouvaient les Ottomans, nous devons examiner de plus près la géographie de leur empire et les fronts qu'ils devaient défendre. Le premier front était les Balkans, où la priorité était de protéger Istanbul, la capitale de l'empire. Le deuxième était les montagnes du Caucase, où l'Empire ottoman partageait une longue frontière avec la Russie. Ce front est en fait devenu l'un des plus actifs de toute la guerre, avec de vastes territoires, changeant régulièrement de main. Le plus grand défi serait de défendre leur territoire au Moyen-Orient. Là-bas, ils devraient se défendre contre les forces britanniques qui envahissaient depuis de nombreuses directions, notamment l'Égypte, l'Irak et le Yémen actuel. Au total, les Ottomans devaient défendre 12 000 km de frontières et de côtes s'étendant de la mer Noire au golfe Persique, à la mer Rouge et à la Méditerranée. C'était un défi immense, et encore plus pour un empire si faible qu'on l'appelait « l'homme malade de l'Europe ». Dès le début des combats, les choses ont mal tourné. Les Britanniques et les Français ont imposé un blocus naval le long de la côte ottomane et ont commencé à bombarder des ports stratégiques sur la mer Noire et la Méditerranée. Par la suite, les Britanniques
les Britanniques ont attaqué le golfe Persique et se sont emparés rapidement du port de Bassora. Cela leur a assuré un avant-poste important en Irak, qui serait une région cruciale tout au long de la guerre. Au même moment, les Ottomans ont fait face à une invasion de la Russie dans le Caucase. Initialement, ils ont réussi à résister à l'avancée russe. Cependant, leur tentative de contre-attaque s'est transformée en désastre. Lors de la bataille de Sarikamish, une armée ottomane d'environ 100 000 hommes a tenté d'encercler les forces russes envahissantes. C'était totalement trop ambitieux, bien au-delà des capacités de l'armée ottomane. Au final, toute la force a été décimée, avec plus de 80% des hommes tués, blessés ou capturés. Pendant ce temps, les Ottomans sont passés à l'offensive en Palestine et en Égypte. Ils ont tenté de s'emparer du canal de Suez, d'une importance stratégique vitale, aux dépens des Britanniques, mais la campagne a été mal planifiée et s'est soldée par un échec total. 2 mois à peine après leur entrée en guerre, les Ottomans perdirent sur tous les fronts. La Grande-Bretagne, la France et la Russie ont vu un signe que l'Empire ottoman pourrait s'effondrer très rapidement et ont décidé de frapper au cœur de l'Empire, Istanbul. Vulnérable à cause du blocus et doté de fortifications dépassées, Istanbul semblait être une cible atteignable. Cela a mené à la bataille de Gallipoli, l'une des plus tristement célèbres de la guerre. La campagne de Gallipoli a commencé au début de 1915 lorsque les Alliés ont lancé une attaque navale contre le détroit des Dardanelles, espérant se frayer un chemin jusqu'à Istanbul. Cependant, les mines et l'artillerie ottomane ont infligé de lourdes pertes, obligeant les Alliés à abandonner leurs navires et à passer à une invasion terrestre. Le 25 avril, les troupes alliées ont débarqué sur la péninsule de Gallipoli, s'attendant à une victoire rapide. Au lieu de cela, ils ont fait face à une résistance ottomane acharnée, et la campagne est devenue une guerre de tranchées épuisante. Le combat est devenu une impasse sanglante, avec d'immenses pertes des deux côtés. Finalement, après environ 8 mois, les Alliés décidèrent de se retirer. Pour les Ottomans, Gallipoli fut une immense victoire et un grand coup de boost pour le moral. Cependant, ce triomphe avait un prix, car l'armée était extrêmement épuisée à force de combattre sur tant de fronts. En 1915, près de 100% de l'armée ottomane était engagée dans des combats actifs. Les Ottomans avaient perdu près de 500 000 hommes, rendant pratiquement impossible pour eux de lancer une quelconque offensive à partir de ce moment-là. En 1916, la situation s'était complètement retournée contre eux et ils subirent défaite après défaite. Le premier front à s'effondrer fut celui contre les Russes dans le Caucase. Le 15 février, les Russes s'emparèrent de la forteresse clé d'Erzurum, qui avait été cruciale pour que les Ottomans maintiennent leur position dans la région. Avec la perte d'Erzurum, rien ne pouvait arrêter l'avancée russe et plusieurs autres grandes villes tombèrent rapidement les unes après les autres. Les forces russes, quant à eux, étaient désormais profondément implantées en territoire ottoman. Ces défaites ont conduit le gouvernement ottoman à commettre l'une des pires atrocités perpétrées par un pays durant toute la guerre, le génocide arménien. Je parlerai plus en détail de cet événement horrible plus tard, mais en gros, Istanbul a accusé les Arméniens de soutenir les Russes et les a fait massacrer en masse. En même temps, les Ottomans faisaient face à de sérieux problèmes au Moyen-Orient. Ils étaient confrontés non seulement à des ennemis extérieurs, mais aussi à des rébellions internes. La plus grande rébellion fut la révolte arabe, qui eut lieu parce que de nombreux Arabes étaient mécontents de la domination ottomane et voulaient l'indépendance. En juin 1916, le shérif Hussein de la Mecque, un important chef arabe, s'est ouvertement opposé aux Ottomans et a appelé à l'indépendance. Les Britanniques ont vu dans la révolte une occasion d'affaiblir les Ottomans. Ils ont promis de soutenir les Arabes et ont suggéré l'indépendance s'ils les rejoignaient pendant la guerre. T.E. Lawrence, aussi connu comme Lawrence d'Arabie, était un personnage clé dans cette affaire. Il a travaillé à rassembler différents groupes arabes et à organiser la guerre de guérilla contre les Ottomans. Pour les Ottomans, déjà en difficulté, l'entrée des Arabes dans la guerre était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. La guerre se déroulait mal pour eux. En août 1916, une nouvelle tentative de capture du canal de Suez en Égypte a échoué. Le contrôle britannique du canal demeura incontesté pendant toute la guerre. Au début de 1917, une série de petites batailles décisives avait repoussé les Ottomans de la péninsule du Sinaï, les forces britanniques atteignant Gaza en mars 1917. Les Ottomans ont défendu Gaza avec acharnement pendant plusieurs mois. En novembre, les Britanniques ont bombardé et capturé l'ancienne ville après d'intenses frappes aériennes. Cette victoire a permis la prise de Jérusalem quelques semaines plus tard.
Les Ottomans avaient maintenant été expulsés des derniers lieux saints qu'ils contrôlaient depuis environ 4 siècles. Cependant, 1917 a apporté quelques bonnes nouvelles pour les Ottomans. En mars, le tsar russe a été contraint d'abdiquer au début de la révolution russe. Durant les mois qui ont suivi, la Russie a sombré dans le chaos, la poussant à se retirer du front du Caucase. Les Ottomans ont rapidement repris une grande partie de leur territoire perdu. Cependant, ces gains ont eu peu d'impact sur le cours général de la guerre. Au sud, les forces britanniques continuaient d'avancer et, à l'automne 1918, elles pénétraient profondément en Syrie. Très bientôt, elles allaient menacer le cœur même de la Turquie. Pour mener cette avancée, les Britanniques comptaient bien sur divers véhicules pour maintenir leur mobilité logistique et tactique. Ces véhicules munis de mitrailleuses fournissaient une puissance de feu essentielle en terrains ardus. Fin 1918, les puissances centrales s'effondraient. La défaite semblait inévitable. Le 29 septembre 1918, la Bulgarie s'est rendue, ce qui a coupé les lignes d'approvisionnement de l'Empire ottoman avec l'Allemagne et a laissé Istanbul presque sans défense. Le 30 octobre, les Ottomans ont finalement dû capituler. Cette défaite marquerait la fin de l'Empire, qui fut ensuite partagé entre les vainqueurs. Même la Turquie actuelle, le cœur de l'Empire, fut occupée. L'ancien empire puissant n'était plus qu'un État résiduel dans le nord. Voilà ce qui s'est passé, la défaite totale et la destruction de l'Empire ottoman. Est-il donc vraiment juste de les qualifier d'inutiles? Ont-ils réellement aussi mal performé? Pour être juste, dans un temps, les Ottomans ont mieux performé que prévu lorsque la guerre a débuté. Beaucoup des grandes puissances, qu'elles soient alliées ou ennemies, s'attendaient à ce qu'ils s'effondrent presque immédiatement. En réalité, l'Empire ottoman a remporté quelques victoires respectables, n'étant pas un adversaire facile. Leur plus grande victoire fut lors de la campagne de Gallipoli, humiliant gravement les Britanniques. Un autre succès fut le premier siège de Kut, capturant des dizaines de milliers de soldats britanniques. Cependant, ils combattaient dans des ennemis principalement concentrés sur d'autres théâtres de la guerre. Les Britanniques y consacraient presque toutes leurs ressources à la guerre en France, tandis que les Russes se concentraient sur le combat contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Si ces deux-là avaient accordé autant de priorité au front ottoman que les Ottomans eux-mêmes, l'Empire aurait probablement été éliminé en quelques semaines. Alors pourquoi les Ottomans étaient-ils tellement plus faibles que les autres puissances pendant la Première Guerre mondiale ? Eh bien, la première chose à mentionner est que l'Empire dans son ensemble était bien moins avancé que certaines autres nations européennes de l'époque. Il était effectivement resté bloqué dans les années 1800, ayant pris beaucoup de retard sur les autres nations en matière d'industrialisation et d'adoption des nouvelles technologies. Cela se voit très clairement dans le fait que l'Empire avait encore du mal avec des problèmes que d'autres pays d'Europe occidentale avaient en grande partie surmontés. Un bon exemple est une énorme invasion de criquets qui a eu lieu en 1915. Des essaims de criquets ont dépouillé les régions autour de la Palestine, du Liban et de la Syrie de presque toute leur végétation. Les récoltes ont été ravagées et certaines régions ont subi des pertes allant jusqu'à 90%. Cela a gravement affecté les réserves alimentaires déjà épuisées et a entraîné une faim généralisée. En décembre 1915, les marchés étaient en vide et les gens n'avaient littéralement rien à manger. Un diariste local a écrit « Je n'ai jamais vu de jour plus sombre de toute ma vie ». Les autorités s'étaient totalement incapables de gérer le problème. À Jérusalem, leur solution fut de forcer les habitants à collecter 20 kg d'œufs de sauterelles par semaine sous peine d'amende. Cela n'a pas fonctionné et en 1916, il y eut une famine à grande échelle qui tua jusqu'à 1 demi-million de personnes. Un autre bon exemple de l'Empire coincé dans le passé est la lenteur de son industrialisation. Cela devient évident si l'on regarde ces deux tableaux. Le premier montre la production de charbon de chaque pays, tandis que le second indique la longueur de voies ferrées posées par chaque pays. Comme vous pouvez le voir, dans les deux cas, les Ottomans étaient très loin derrière les autres nations. Elles n'avaient posé qu'environ 10% de la longueur de voies ferrées de la France ou de l'Allemagne, alors qu'elle était 5 fois plus grande en termes de territoire. Cela a gravement entravé l'effort de guerre, surtout la logistique. Le manque de chemin de fer et un réseau routier composé principalement de pistes en terre signifiait que le déplacement des troupes et des approvisionnements était d'une lenteur atroce. Depuis Istanbul, il fallait plus d'1 mois pour atteindre la Syrie et près de 2 mois pour atteindre l'Irak. Sur le front du Caucase, l'une des forteresses clés était Erzurum,
Mais le réseau ferroviaire ne s'y rendait pas entièrement, si bien que les troupes devaient marcher 35 jours depuis la fin de la ligne pour y arriver. Tout cela signifiait également que la mobilisation au début de la guerre était incroyablement lente, prenant souvent 3 ou 4 fois plus de temps que prévu. Le manque d'industrialisation a aussi fortement nui à l'économie ottomane. La production par personne dans l'Empire ottoman était bien inférieure à celle des puissances industrielles comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Il ne pouvait donc envoyer qu'une bien plus faible proportion de ses hommes au combat. Au cours de la guerre, les Ottomans ont envoyé moins de 3 millions d'hommes au front, soit environ 12% de leur population. En comparaison, l'Allemagne a envoyé environ 25% de sa population. Le manque de production industrielle a également entraîné des pénuries d'équipements pour l'armée ottomane. Les canons de campagne et l'artillerie étaient dépassés, et les mitrailleuses quasi inexistantes. Chaque régiment était censé disposer de 4 mitrailleuses, mais en réalité on était loin même de ce standard de base. Il y avait aussi une pénurie paralysante de munitions, de matériel médical et même d'animaux de transport. En fait, les Allemands ont eux-mêmes écrit à quel point la situation était mauvaise. En juin 1915, le chef de la mission allemande a rapporté qu'il avait enfin suffisamment de troupes sur place, mais qu'il rencontrait des difficultés avec la disponibilité de l'artillerie et des munitions, en particulier pour ses obusiers de campagne. La situation ne s'est pas améliorée au cours de la guerre. En 1917, un commandant ottoman a écrit « L'armée n'a pas d'artillerie opérationnelle, pas de mitrailleuses fonctionnelles, pas d'avions, pas de postes de commandement, pas de lignes défensives, pas de réserve, pas de téléphone. » Les troupes combattent dans une totale isolation les unes des autres, et leur morale s'est effondrée. L'armée ne possède en effet rien du nécessaire pour remporter la victoire. Ainsi, la nature arriérée et primitive de l'Empire ottoman était un gros problème, mais ce n'était loin d'être le seul. Un autre problème majeur est que l'Empire était incroyablement divisé en son sein. Il y avait beaucoup de désunion et certains groupes en son sein avaient en réalité très peu de loyauté. C'était en partie parce que l'Empire était très multiethnique. Il y avait de nombreux groupes ethniques différents et beaucoup d'entre eux n'aimaient même pas vivre sous la domination ottomane. L'ethnie principale de l'Empire était les Turcs, mais ils ne représentaient qu'environ la moitié de sa population. L'autre moitié était composée de toutes sortes de groupes, y compris des chrétiens, des juifs, des arabes, des kurdes, des arméniens et des grecs. Ces groupes s'étaient profondément méfiés des autorités ottomanes. Les chrétiens et les juifs étaient tellement méfiés que l'on leur permettait d'éviter le service militaire en payant une taxe à la place. Contrairement aux attentes, les Arabes et les Kurdes, bien que musulmans, n'étaient pas plus loyaux envers l'Empire ottoman. Le meilleur exemple d'un groupe déloyal envers l'Empire fut certainement la révolte arabe. Dès le tout début de la guerre, il était clair que les Arabes n'allaient pas être loyaux envers les Ottomans. Alors que les Britanniques envahissaient l'Irak, ils montraient un peu d'intérêt à aider à repousser l'avancée. Puis, en mai 1915, moins d'un an après le début de la guerre, la première ville s'est soulevée en rébellion. Les Ottomans ont utilisé des mesures sévères pour tenter de reprendre le contrôle de la région, aliénant davantage la population. En fait, certains en sont venus à considérer les envahisseurs britanniques comme préférables aux Ottomans et les ont accueillis en libérateurs. En 1916, les Ottomans ne contrôlaient plus réellement l'Irak. Cependant, cette révolte en Irak n'était que le début. En 1916, un soulèvement similaire a éclaté sur la péninsule arabique. Il a été organisé par les dirigeants régionaux des villes saintes de la Mecque et de Médine et soutenu par les Britanniques. La révolte a commencé en juin 1916 à la Mecque, mais ses racines remontent bien plus loin dans le temps. Il y avait depuis longtemps un mécontentement parmi la population arabe envers la domination ottomane et, en fait, il y avait eu des contacts avec les Britanniques et les Français même avant le début de la guerre. La révolte est née de l'offensive ottomane ratée en Égypte en février 1915. L'offensive a échoué en partie parce que les tribus arabes locales ne l'avaient pas soutenue, même si elles s'y étaient engagées. La réponse des autorités ottomanes fut d'arrêter en masse les militants nationalistes arabes. Les mesures furent extrêmement brutales, incluant des pendaisons publiques et l'exil d'environ 50 000 Arabes. Cela n'a fait qu'aliéner davantage la population arabe et alimenter la rébellion. Avec le soutien britannique assuré, la révolte s'est rapidement propagée dans toute la péninsule arabique occidentale dans le but d'établir un État arabe indépendant. Les Arabes ont réussi à remporter plusieurs victoires décisives et, avec l'aide des Britanniques, ils ont pu chasser totalement les Ottomans de la région.
Bien sûr, l'exemple le plus sombre de l'incapacité des Ottomans à gérer leur empire multiethnique fut le génocide arménien. Lorsque la guerre a éclaté, les Arméniens se sont retrouvés dans une position extrêmement précaire, car ils vivaient à la fois en Russie et dans l'Empire ottoman, avec des frontières souvent floues entre les régions. Lorsque les Russes ont envahi en 1914, les Ottomans étaient totalement incapables de résister à l'avancée. Ils ont été totalement vaincus, perdant plus de 60 000 hommes. L'armée ottomane a détruit des dizaines de villages arméniens lors de sa retraite et a massacré leurs habitants. Le ministre de la Guerre a publiquement attribué sa défaite aux Arméniens, qu'il accusait d'avoir activement pris parti pour les Russes. Cela a fini par être cru par la direction ottomane, et ils ont décidé que les Arméniens devaient être éliminés pour sauver l'Empire. Au cours des 3 années suivantes, environ 1 500 000 Arméniens ont été systématiquement tués par les Srontsezeks. Ottomans, souvent. Ils étaient envoyés sur des marches de la mort, forcés de parcourir de longues distances dans le désert syrien jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement. Non seulement c'était barbare, mais c'était aussi totalement contre-productif pour l'effort de guerre ottoman. Cela a conduit à l'aliénation d'une grande partie de la population qui aurait pu être enrôlée pour aider à la défense ottomane. Lorsque la guerre a commencé, il y avait en fait un nombre raisonnable de soldats arméniens dans les rangs ottomans. Au fil du temps, la suspicion envers ces hommes s'est muée en frénésie, et ils ont été tués par d'autres soldats ottomans. Les Arméniens étaient le groupe le plus ciblé par les Ottomans, mais ils n'étaient certainement pas les seuls. Des atrocités similaires se sont produites à plus petite échelle contre d'autres populations soupçonnées de coopérer avec les Russes. Les armées ottomanes ont massacré environ 350 000 Grecs et 250 000 Assyriens. Une fois de plus, cela a nui à l'effort de guerre. Ces populations sont devenues encore plus hostiles à la domination ottomane et encore plus favorables à ses ennemis. Ainsi, l'Empire ottoman était freiné par son attachement au passé et par le fait qu'il était très divisé en interne. Ces 2 problèmes ont été aggravés par un 3e problème majeur auquel il était confronté, la bonne vieille incompétence militaire. Un bon exemple de cela fut la campagne du Caucase de décembre 1914. La campagne a commencé en plein hiver dans les montagnes du Caucase, et il faisait donc extrêmement froid. Les températures sont descendues jusqu'à moins 50 degrés et il y avait jusqu'à 4 mètres de neige. Ce terrain ardu exigeait une planification et une préparation minutieuses, mais la direction ottomane a failli dans ces 2 domaines. Les soldats ottomans ont reçu des uniformes légers sans manteau approprié pour les protéger du froid et des chaussures inadéquates. Pour se nourrir, ils n'avaient qu'une seule ration de pain. La campagne s'est déroulée aussi mal qu'imaginable. Les blizzards ont rendu de nombreux sentiers de montagne impraticables, ralentissant l'avancée. En raison de la mauvaise visibilité, de nombreux hommes ont été séparés de leurs unités. Au final, l'armée ottomane a été presque complètement anéantie et a perdu plus de 80 000 soldats. Alors que cette catastrophe était en cours, les Ottomans lançaient une autre offensive suicidaire pour tenter de prendre le canal de Suez aux Britanniques. Cette campagne était vouée à l'échec dès le départ pour de nombreuses raisons. Elle devait traverser le désert du Sinaï, qui ne possédait pas de routes adéquates, peu de sources d'eau et presque aucune végétation. La logistique pour fournir de la nourriture, de l'eau et des munitions à une armée traversant un terrain aussi inhospitalier allait toujours être difficile. Même s'ils parvenaient à hanter jusqu'au canal de Suez, ils se retrouveraient face à un plan d'eau large de plusieurs centaines de mètres, profond de 12 mètres et protégé par des navires de guerre britanniques. Un autre problème était que les Ottomans n'avaient pas suffisamment d'hommes pour un objectif aussi ambitieux. Ils ne pouvaient déployer qu'environ 50 000 soldats et beaucoup d'entre eux ne pourraient pas combattre les Britanniques car ils seraient nécessaires pour tenir les garnisons tout au long du trajet. Pour les repousser, les Britanniques disposaient de 150 000 soldats venus de différentes parties de leur empire. Sans surprise, l'offensive ottomane a complètement échoué, les forçant à battre en retraite. Ce sont probablement les principales raisons du mauvais comportement des Ottomans pendant la guerre. Il convient également de mentionner que lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, l'Empire ottoman était déjà épuisé après avoir mené 3 grandes guerres. En 1911, il a mené une guerre contre l'Italie pour le contrôle de la Librae. La guerre était devenue un conflit de guérilla éprouvant et a coûté aux Ottomans environ 20 000 hommes. Finalement, les Ottomans ont été défaits et contraints de céder le contrôle de la Libye. Puis, en 1912 et 1913, les Ottomans ont été impliqués dans les guerres balkaniques. Ce fut un désastre qui coûta la vie à environ 1 million de civils ottomans et laissa un demi-million de personnes déplacées.
Au total, ces guerres ont coûté à l'Empire ottoman environ un tiers de son territoire et un cinquième de sa population. Elles ont également épuisé gravement l'armée ottomane et laissé l'Empire totalement en faillite. La Première Guerre mondiale a éclaté seulement un an plus tard et, comme vous pouvez le voir, l'Empire ottoman n'était pas en position de s'y engager. Tout cela soulève la question. Si c'était si évident que s'impliquer dans la guerre allait être un désastre pour eux, pourquoi l'ont-ils fait ? Pourquoi n'ont-ils pas simplement choisi de rester à l'écart et de se concentrer sur le maintien de leur empire décrépit ? En fait, leur implication était en grande partie accidentelle. En réalité, c'était une farce. Avant la guerre, l'Empire ottoman avait de bonnes relations avec la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, comme mentionné précédemment. Cependant, en même temps, il avait de très mauvaises relations avec leurs alliés respectifs. Il était depuis longtemps ennemi avec la Russie, allié de la Grande-Bretagne et de la France, et l'Autriche-Hongrie, allié de l'Allemagne. Tous deux étaient rivaux depuis des siècles et avaient des revendications territoriales conflictuelles. À la veille de la guerre, l'Empire ottoman était dirigé par 3 hommes, le grand vizir, le ministre de la guerre et le ministre de la marine. L'entrée chaotique des Ottomans dans la guerre était en grande partie due au fait que ces 3 hommes étaient indivisés sur le camp qu'ils voulaient rejoindre. Le grand vizir et le ministre de la guerre voulaient donc s'allier avec l'Allemagne. Le ministre de la marine souhaitait une alliance avec la Grande-Bretagne et la France pour contenir l'agression russe. En fait, le 18 juillet 1914, quelques jours avant le début de la guerre, le ministre de la Marine s'est rendu à Paris pour discuter de la possibilité de s'allier avec eux. Les discussions ont échoué et les Français ont clairement signifié qu'ils ne protégeraient pas les Ottomans contre la Russie. 2 semaines plus tard, les relations se sont encore dégradées quand la Grande-Bretagne a refusé de livrer les 2 navires déjà payés par les Ottomans. En septembre et octobre, le grand vizir et le ministre de la Marine ont tenté de garder le pays hors du conflit. Pendant ce temps, le ministre de la guerre poussait pour entrer en conflit aux côtés des Allemands. Il obtint ce qu'il voulait et ils entrèrent en guerre fin octobre. Vu la position désastreuse des Ottomans avant la guerre, on peut se demander pourquoi les Allemands les voulaient quand même comme alliés. En fait, l'ambassadeur allemand pensait réellement que les Ottomans seraient en plus un handicap qu'un atout. Le 18 juillet, il a écrit « La Turquie est aujourd'hui, sans aucun doute, encore sans valeur comme allié. Elle ne serait qu'un fardeau pour ses alliés et ne pourrait leur offrir le moindre avantage. » Cela s'est avéré essentiellement vrai. Avoir les Ottomans de leur côté s'est avéré extrêmement coûteux pour les Allemands. En échange de leur implication dans la guerre, le gouvernement ottoman a exigé 5 millions de livres d'or. Au cours de la guerre, l'Allemagne a fourni pour environ 29 millions de livres d'armes et de munitions. Les Allemands ont également contribué à la construction de fortifications aux Dardanelles, qui ont joué un rôle clé dans la défense contre l'invasion britannique. Malgré tout, il est étonnant d'apprendre que les Allemands souhaitaient vraiment une alliance avec les Ottomans. C'était parce qu'ils pensaient qu'ils seraient un atout en tant que dirigeants du monde islamique. Leur véritable espoir était qu'un appel au djihad soulèverait les populations musulmanes sous domination britannique, française et russe. La Grande-Bretagne gouvernait des millions de musulmans en Inde. La Russie comptait d'importantes communautés musulmanes en Asie centrale et la France gouvernait une grande population musulmane en Afrique du Nord. Les Allemands espéraient sans qu'un appel au djihad déclencherait des révoltes dans ces régions. Il y avait en fait un certain mérite à cette idée. En fait, en 1916, il y a eu une révolte musulmane contre les Russes en Asie centrale. Cela a forcé les Russes à détourner des ressources militaires du front de l'Est contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Cela dit, la révolte n'était pas principalement due à l'appel au djihad des Ottomans, mais plutôt à la façon dont les Russes traitaient les populations là-bas. Les gens étaient en colère à cause des confiscations de terres, de l'exploitation économique et de la répression culturelle. Le déclencheur final de la révolte fut en réalité un décret de conscription en 1916 qui aurait envoyé des hommes d'Asie centrale combattre en Europe. Finalement, même le maigre avantage que les Allemands espéraient obtenir en ayant les Ottomans de leur côté ne s'est pas vraiment matérialisé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les Ottomans ont eu de mauvais résultats pendant la Première Guerre mondiale, principalement parce que leur empire était à l'agonie. Il méritait vraiment son surnom de « homme malade de l'Europe ». Au début de la guerre, tous pensaient qu'ils n'étaient pas aptes au combat. Et malheureusement pour eux, cela s'est avéré exact.